Alors, du coup, peut-être tu peux dire que tout à l'heure, enfin, juste après la table ronde, il y aura une restitution des ateliers d'hier. Enfin, mais sans plus tarder, en fait, voilà, on va démarrer notre table ronde. Donc, l'exposition Matière à penser, de critique, réception, légitimité. Alors, on a mis évaluation, mais on ne va pas... Et donc, alors, je suis vraiment enchantée, j'en profite pour dire que c'est vraiment une joie d'être aux rencontres de la FEMS. Enfin, voilà, c'est très bienfaisant et réparateur ces journées ensemble. Et je voulais remercier du coup parce que cette table ronde, elle a été préparée. J'ai été donc associée au comité de pilotage à la préparation de cette table ronde, n'étant pourtant pas... muséographe, mais étant enseignant-chercheur en muséologie. Et donc du coup, nous serons deux d'ailleurs à n'être pas muséographes, enfin, parce que Jean-Luc Poëteau aussi, mais c'est aussi une table qui va témoigner des alliances, on aime beaucoup ce mot, musée-recherche aussi, un terme qu'on ne cesse de répéter dans les liens qu'on a, enfin, entre les universités aussi et les universitaires impliqués, on va dire, et les professionnels réflexifs dans le champ de la muséologie. Puis merci aussi Valérie de m'avoir, parce qu'on a beaucoup discuté de cette question de l'écriture muséographique qui parce qu'une muséographie, c'est très lié aussi aux sciences sociales, au sens où la circulation aussi des expressions et des savoirs à propos de ce qui nous relie, enfin, et la muséologie aussi pour l'émancipation, enfin, pour la critique, pour l'émancipation, pour travailler à un monde, on va dire, plus juste, plus égalitaire, enfin. Donc merci à la FEMS de porter ça, enfin, donc, Julie, Valérie, Céline, enfin tout le monde, et puis Alexandre aussi, parce qu'en tant que président, tu avais proposé cette intégration aussi des externes, en quelque sorte, des externes appliqués. Donc voilà, ça, pour moi, c'est aussi ça, cette table ronde. Alors, la table ronde, elle réunit donc Alexandre Delarge, qui, disons que tu as présidé la FEMS et tu as été directeur de l'écomusée Val-de-Bièvre. Marion Vivier, qui est chargée d'exposition au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon. Olivier Cogne, du musée dauphinois, enfin plus ça va. Sophie Mouton, qui est actuellement responsable de la maison Bergès, mais en fait qui va nous parler du musée Lorrain. Et Jean-Luc Poëteau, qui est anthropologue à Pau, enfin voilà, avec qui aussi on a réfléchi sur ces questions de muséologie et d'exposition sans en faire, mais en étant très impliqué. Alors, juste 2 secondes, justement, 1 minute que je m'octroie pour dire que on n'a pas parlé des publics, mais où on parle assez peu des publics, mais en fait, ça ne fait rien parce qu'il a été question d'ailleurs en tout début des journées de l'écomusée où finalement, ça n'était pas les publics dont il était question, mais des habitants, enfin, dans le territoire. Alors, enfin, cela dit, il y a des publics, mais par contre, le public, c'est aussi nous, enfin, c'est une condition, c'est pas une population cible, c'est une condition d'être public. C'est une condition dont on fait tous l'expérience et c'est aussi une condition réversible parce que quand on est en situation d'enquêter, en fait, on est public de ces enquêtés. Enfin, l'enquêteur est public de ses enquêtés. Les professionnels sont publics entre eux et la condition de public, c'est une situation d'ouverture et de disponibilité aussi, attentive, vigilante, enfin, et confiante aussi à la fois. Enfin, c'est comme ça qu'on pourrait... Donc en fait, on ne va pas considérer ici le public comme une cible, mais on va la considérer comme une condition qu'on peut assumer pour surtout pas mettre à distance une population qui serait postulée comme ayant des caractéristiques. Par exemple, il faudrait s'intéresser à elle ou il faudrait s'adresser à elle
de manière à ne pas la brusquer, ou par exemple cette idée qu'on ne peut pas être alarmiste dans les musées parce que sinon on va faire peur aux gens, ou on va animer des pulsions. Alors c'est vraiment des positions extrêmement paternalistes qu'on doit absolument refuser, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de travaux sur les publics. Et depuis longtemps, depuis les années 90, on voit que la sensibilité, la conscience environnementale, elle est très forte dans la population, mais elle est constamment, par exemple, minorée, et que c'est plutôt les musées qui ont freiné des quatre fers au motif qu'il ne fallait pas être catastrophiste, alarmiste, parce que dans une position finalement assez scientiste de dire les savoirs sont incompatibles avec des états de préoccupation sérieux, des états de stress. Et en fait, enfin, on fait droit à ça. Les climatologues disent eux-mêmes, ont évoqué le fait qu'ils subissent, ils agissaient au nom aussi d'un désespoir environnemental. Les féministes dans les années 70 avaient revendiqué le fait que c'est au nom d'inquiétudes très fortes aussi, mais d'inquiétudes maîtrisées évidemment, qu'elles abordaient des questions qui pour elles étaient centrales, qui étaient justement l'avenir pour elles, pour leurs enfants, etc. Donc on va assumer ça, c'est-à-dire ne plus parler de sensibilisation, de refus du catastrophisme, d'alarmisme, puisqu'en fait on ne le ferait pas entre nous, mais on s'adresse au public normalement, en partageant. Alors on évoque aussi cette matière à penser, ces sujets sensibles, parce que le contexte quand même l'exige, et les musées de société, les écomusées sont vraiment aux premières loges dans un cadre qui est celui de l'Anthropocène, et qui est celui aussi de l'expulsion, des exclusions. Je renvoie à la chercheuse Saskia Sassen, pour qui on est dans un monde de l'exclusion, de l'expulsion, avec 70 millions de personnes qui sont sur les routes, ou qui sont accueillies nulle part dans le monde, et avec cette fonte de la biodiversité, le réchauffement climatique. Donc en fait, les musées de société interviennent ou s'expriment dans ce contexte. Et je dirais, ils assument aussi ça, parce qu'une des choses qu'on a pu voir des années 90, c'est que les publics, pour le coup, c'est-à-dire les personnes qui se rendent témoins ou attentives à la parole institutionnelle et à l'action institutionnelle, attendent la parole institutionnelle, l'expression institutionnelle. Donc, alors, du coup, et je vais donner après la parole, mais il me semble qu'il y a deux termes qu'on pourrait évoquer à propos de ce rôle des musées, tel que je l'ai perçu à travers de multiples études et enquêtes auprès des publics et des rencontres. C'est que le musée, on n'attend pas nécessairement de lui qu'il sensibilise, mais qu'il prenne part, et qu'il nous fasse prendre part à ce qui se passe. C'est une chose. Alors là, c'est un niveau institutionnel, je dirais, puisqu'en fait, il y a l'expo ou la matière expographique, elle intervient dans une programmation, on va le voir là, prendre part, et c'est aussi, ça peut être une seule voix forte de l'institution ou de l'équipe muséale, comme on a vu dans plusieurs exemples. On l'a vu avec Neuchâtel, évidemment, et avec Guy Brun, avec Jean-Luc Maillard. Et il y a une deuxième modalité, prendre part, c'est faire place. Faire place à autrui, parce que l'exposition a quand même cet avantage absolument incroyable sur bien d'autres médias, c'est qu'en fait, elle oblige, par la matérialité de ce qui est exposé, elle oblige à prendre en compte une pluralité de voix, et ces voix ne sont pas concurrentielles, elles s'ouvrent la voie les unes aux autres. Et en particulier, les voix des moins visibles, des subalternes, etc., de ceux qui, finalement, on l'a vu aussi dans ce qui nous a été dit hier, de ceux qui ont place dans les musées de société et les écomusées, de ceux qu'on a plaisir à voir, et on va le voir aussi là. Donc en fait, prendre part, faire place de toutes les manières possibles avec la participation, avec aussi des fois assumer des contradictions, qui est comment est-ce qu'on prend la parole à la place d'autrui, sans autrui, on va le voir, ou bien comment est-ce qu'on rend présent autrui sans prétendre prendre sa parole, etc., etc. Et donc de ce point de vue-là,
L'écriture expographique aussi, on a parlé du récit, etc., mais c'est aussi un monde de l'énonciation, vraiment, et de l'attention à l'énonciation. Qui c'est qui parle pour qui se constitue témoin pour qui. De ce point de vue, directement, le visiteur ou le public participe à ce qui se passe. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Alexandre. Ouais. Bien, bonjour, je suis très content d'être là. Je vais parler du sujet qui nous intéresse. Et ça me paraît être un sujet assez monstrueux. C'est-à-dire comment la manière d'écrire, de formuler, de donner à penser. Et dans le cadre général de ces rencontres qui abordent l'exposition comme un espace engagé, c'est monstrueux, quoi. Ça renvoie en fait à tous les aspects du musée et de son positionnement et de sa philosophie. Joël vient d'en parler. Je vais tenter donc d'aborder ici l'exposition comme un média sensible, depuis le choix des thématiques jusqu'à la mise en forme dans l'espace et même les suites éventuellement de l'exposition. Je m'appuierai sur des expositions réalisées à l'écomusée du Val-de-Bièvre, ici, donc en Val-de-Marne, à Fresnes. Faute de temps, je donnerai généralement qu'un exemple à la fois de ce que j'ai pour illustrer. Tout d'abord, je voulais définir ce que l'on peut attendre par sensible. Et il me semble que ça relève de deux aspects principaux. D'une part, est sensible ce qui est difficile à aborder, car ça peut heurter et doit donc être traité avec une attention particulière. D'autre part, est sensible ce qui est perçu par les sens, bon, ça, le sens originel, et qui provoque des émotions, notamment ce qui a été vécu et donc ce qui peut être réactivé dans une exposition. Et donc, envisager de réaliser une exposition sensible est un parti pris qui peut mettre en jeu ces deux aspects. En amont, je vais donc être dans la chronologie de réalisation d'une expo. En amont, on va donc se définir le positionnement. Celui du musée, évidemment, va induire les approches possibles des expositions. Ainsi, à Fresnes, la thématique générale porte sur le territoire de banlieue. Alors, je crois que ça, voilà. La thématique générale porte sur le territoire de banlieue, ce qui en soi était plus trop aujourd'hui un positionnement sensible, le maire de Fresnes parlant pour sa ville d'une petite ville de province. Bon, il y a de quoi trouver ça assez marrant. La première utilisation du terme, ça a donc été dans cette exposition Banlieue ma ville, c'était la première fois en 2002. Par ailleurs, l'écomusée s'intéresse fortement aux contemporains, aux questions qui concernent la population. Ces sujets peuvent être ordinaires, tels que la télévision, tabous comme les tziganes, ou peu traités comme le genre chez les jeunes filles. En outre, l'écomusée fait le choix de donner librement la parole aux habitants et de privilégier un point de vue réflexif, voire critique. Tout cela conduit à prendre position, à provoquer une vision, ce qui va à l'encontre d'une position de neutralité ou d'objectivité qui me semble, à moi, totalement illusoire. C'est la fameuse question de Duncan Cameron, le musée est-il un temple ou un forum ? Ce qui dès lors va définir le sujet des expositions, ça va être à la fois les élus, l'équipe, les habitants, avec des discussions sur la pertinence de la thématique. Ainsi, la proposition d'exposition sur les tziganes, voilà, je vais y venir, insaisissable voyageur, a-t-elle été refusée dans un premier temps par les élus qui jugeaient cela trop sensible, justement, puis du fait de la présence de gens du voyage sur le territoire. Puis elle a été acceptée, susceptible d'aider à l'acceptation des tziganes sur la commune. Peu après l'exposition, des gens du voyage ont été impliqués dans un problème de dégradation. Certains ont alors estimé que l'exposition de l'écomusée avait favorisé cela, alors que si l'écomusée avait été consulté sur cette situation en amont, on aurait sans doute pu l'éviter. Nous voyons ici que le sensible se situe aussi en amont, comme en aval de l'exposition, lieu qui se visite et fait sens. La volonté de ne pas définir le sujet des expositions en partant des collections, mais en partant des questions qui se posent dans la société environnante,
comme le défendait finalement la déclaration de Santiago du Chili en 1972, ouvre à de nombreuses thématiques possiblement sensibles et pose la question de la présence des objets dans l'exposition, objets généralement acquis ou empruntés à l'occasion pour illustrer le propos. En tout cas, c'était la position à Fresnes. Le choix de la constitution des contenus en intégrant systématiquement la parole des habitants nécessite parfois une grande prudence, puisqu'il faut à la fois respecter la parole des informateurs en tant qu'individus, mais aussi en tant que représentants d'un groupe. Ainsi, lors de l'exposition « Pieds noirs ici, la tête ailleurs », les informateurs étaient un informateur était extrêmement raciste. Fallait-il exposer, il y a eu un débat au sein de l'équipe, fallait-il exposer sa parole sur ce point? Nous avons préféré mettre en citation la parole d'un autre informateur, raciste elle aussi, mais plus représentatif de la position générale des Pieds noirs en Île-de-France. Je cite ce qui était dans la citation dans l'exposition. Il y a une femme, elle a dit « Moi, je n'ai pas besoin des machines à laver, j'en ai déjà une, c'est ma Zolera. » Ah oui, on avait ces femmes-là qui nous faisaient le ménage, le repassage, tout ça. On le voit, la difficulté réside aussi dans l'adéquation de la parole des informateurs avec les travaux des chercheurs. Le découpage de l'exposition est évidemment important puisqu'il peut valoriser certains éléments. Jean-Pierre Laurent disait qu'une exposition, c'était raconter une histoire. De ce fait, à Fresnes, les expositions étaient conçues avec une introduction, un développement en chapitres et une conclusion. Les deux extrémités constituent des marqueurs de sens. Donc ici, on a l'ouverture de l'exposition sur les tziganes. Et l'introduction permet de montrer à la fois l'identité des tziganes, le texte à gauche est en romani et à droite en français, et leur francité, le portrait en pied où on peut les considérer comme des gens comme nous. La conclusion montre par la vidéo la difficile rencontre entre les gadgets et les gens du voyage. Alors ici, c'est un voyageur qui parle, mais il y a une interview d'un gadget. Le visiteur est donc interpellé sur ces deux questions sensibles, celle de son indistinction avec les gens du voyage, mais aussi sur leur propre spécificité culturelle. Vient ensuite l'expographie, qui est la mise en forme du fond, définie précédemment. Il faut à la fois faire passer le message sans générer de phénomène de rejet par les visiteurs, tout en favorisant leur attention critique. Dans l'exposition « Quand le travail ne paie plus », sont présentés et largement mis en valeur par leur taille et leur succession, des graphiques économiques. Les données ont été fournies par un économiste, Pierre Conchaldi, qui est d'un institut de recherche économique et sociale, qui porte un point de vue inusuel et critique. En conclusion de l'exposition est une citation de l'archevêque de Recife, Don Helder Camara. Alors, vous ne pouvez pas trop lire, donc je vais vous le dire, qui emplit toute la paroi du fond de l'expo et qui dit « Si je donne de la nourriture aux pauvres, ils me traitent de saint. Si je demande pourquoi il y a des pauvres, pourquoi les pauvres n'ont pas de nourriture, ils me traitent de communiste. » Le propos pouvant déranger, il s'est appuyé sur des personnalités ou des données incontestables. Néanmoins, certains visiteurs étaient choqués par les propos militants, mais d'autres trouvaient que nous n'allions pas assez loin, ce qui signifie sans doute que nous étions à un point d'équilibre, ce qui renvoie à ce que nous disions sur la neutralité. Parfois, la vérité historique choque. C'est le cas de la question des déportations des gens du voyage pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, un seul convoi de déportés a eu lieu, mais un grand nombre de tziganes furent internés dans des camps au sein duquel il y eut de nombreux morts, mais pas d'extermination. Pour la communauté tzigane, cette question est sensible, car au niveau européen, les tziganes subissent déportation et extermination. Nous avons fait le choix d'une mise en scène d'un camp d'internement sur fond de chants de femmes tziganes, qui rendait la présence de la terrible souffrance, mais avec à côté un texte précis sur les données historiques. Dans bien des expositions, nous avons cherché à ce que le visiteur regarde notre propre travail de façon critique. Pour ce faire, nous avons institué ce que nous avons appelé des blagues. Là, c'était dans l'exposition sur le don. Alors, c'est la blague, c'est le don à l'ennemi à droite. On ne voit pas forcément très bien, mais c'était un ballon de rugby en fil de fer barbelé qui était censé être donné par les poilus
le jour de Noël aux Allemands. Et évidemment, c'était une grosse blague avec un texte du soldat inconnu. Malgré tout, on pouvait certains s'y laisser prendre. C'est des éléments assez peu vraisemblables et nous avons semé des indices permettant de comprendre ce statut. Des sujets ordinaires peuvent ou doivent être traités de façon parfois critique. Ainsi, l'exposition Viens chez moi et à la télé aborde divers aspects de l'addiction à la télévision. Ça, c'était une expérience d'Antenne 2 où les gens on leur demandait de ne pas regarder la télé pendant un mois. Et donc, on expliquait qu'en règle générale, les gens trouvaient ça formidable pendant un mois, mais à peine fini l'opération, ils recommençaient à regarder la télé. À l'époque, c'était, je ne sais plus quoi, 3 heures, 4 heures par jour. Nous avons aussi tenté de faire se questionner le visiteur sur lui-même et ses représentations. En ouverture de l'exposition C'est quoi ton travail ? Une vidéo des boueurs au travail accueille le visiteur et à peine entré dans l'exposition, au dos de cette même vidéo, donc de l'autre côté, il y a la même vidéo commentée par un ergonome et qui rend compte de la difficulté du travail, de la technicité de ce travail, qui est mal perçu. Si le synopsis est défini en amont de l'expographie, il induit le déroulement du discours et le parcours du visiteur. La scénographie visera alors à trouver une adéquation entre le fond, le synopsis, et la forme, l'espace, l'ambiance, les médias. Ainsi, dans l'exposition Insaisissable voyageur, encore elle, l'espace est construit de façon très linéaire pour rendre compte des modes de vie itinérants des voyageurs, en tout cas d'une partie des tziganes. Parfois, c'est un espace de déambulation, comme dans l'exposition Elles se font femmes, rendant compte de la multiplicité des situations mettant en jeu le genre. L'espace introductif peut être, comme ici dans l'expo Identité, un tunnel sombre abordant les excès de l'identité débouchant sur le cœur de l'exposition, donc une mise en situation un peu psychologique. En général, l'expographie mobilise de multiples médias qui concourent à rendre le message sensible en s'adressant à différents niveaux de perception du visiteur. Dans l'exposition Pieds noirs, ici la tête ailleurs, donc, qui avait été réalisée en 2012 pour le cinquantenaire de l'indépendance. La séquence sur la colonisation s'ouvre sur une installation ici faite pour interpeller sur cette question délicate. On trouve dans cet espace des objets, des documents, des textes de l'écomusée à différents niveaux de lecture, titres, résumés, cartels, encarts, des extraits d'entretien, une vidéo d'entretien avec un informateur, etc. Mais il peut y avoir, comme dans l'exposition Enquête d'identité, des œuvres d'art, ici une œuvre de Barthélemy Togo, des travaux de l'atelier d'art plastique de l'écomusée, des textes décalés, comme ici dans l'exposition Identité. Il peut aussi y avoir des blagues, comme le ballon de rugby que nous avons vu précédemment, des textes poétiques, en donnant par exemple ici la parole à QFWFQ, un héros créé par Italo Calvino dans ses Cosmic Comics. Je ne peux pas vous lire le texte, mais voilà, c'est un texte un peu poétique Calvino part de données scientifiques pour faire des petites nouvelles en délirant un peu à partir de ces données scientifiques. Mais l'espace peut être très sobre et construit principalement autour de l'ambiance, du partage de ce qu'il ressent. Alors, je n'ai pas retrouvé de photos, mais dans l'espace sur la mort chez les Manouches, donc dans l'exposition de Tziganes, c'était un espace sombre avec juste au sol une photo d'herbe et dessus une roue de Mercedes. Et il n'y avait à peu près que ça dans l'expo. Et des Tziganes qui sont vus se sont reconnus là-dedans parce que le rapport à la mort chez les Manouches est très particulier puisqu'on ne garde pas les objets des défunts. Donc on fait un peu table rase, en tout cas physiquement, matériellement en tout cas, pas psychologiquement. Parfois ce sont des détails de mise en scène qui peuvent avoir un effet important, comme ce fut le cas des mobiliers colorés supportant des objets dans l'exposition Elles se font femmes, associés à des textes écrits à la main par des adolescentes, avec y compris des fautes d'orthographe parfois, qui ont favorisé une appropriation directe par des adolescents. La pluralité des énonciations est elle aussi importante pour exprimer la complexité des sujets et en rendre la perception plus sensible.
De ce fait, des expositions intègrent des prises de position, pas seulement écrites, mais de chercheurs, de plasticiens, de l'équipe de l'écomusée, d'informateurs, de personnalités diverses, mais aussi à travers les documents exposés de journalistes, d'administrations et d'institutions. Voilà. Toutes ces mises en œuvre des deux grands aspects du sensible dans les expositions peuvent entrer en vibration avec le visiteur. Des retours de leur part montrent qu'eux-mêmes peuvent être sensibles de multiples façons, parfois inattendues. En voici quelques exemples. Ce qu'on pourrait appeler la sensibilité intellectuelle. Une enseignante travaillant avec ses élèves sur la question d'identité vient voir l'exposition identité à reculons et par acquis de conscience et en ressort conquise parce qu'elle dit avoir appris des choses et avoir été touchée par l'exposition. Une sensibilité affective. Une femme pied noir pleure lors de la visite de l'exposition, notamment sur la vitrine de cette... Non, c'est pas ça, j'ai dû me tromper. Voilà, de cet espace ayant trait à l'impossible transmission. Une sensibilité symbolique, des visiteurs manouches se sont reconnus, donc je le disais tout à l'heure, sur l'espace, sur la mort. Sensibilité au vécu, des extraits d'entretien sont les textes qui sont le plus lus dans l'exposition par les visiteurs, c'est assez remarquable. Et sensibilité à la critique, ici, le sous-préfet s'insurge devant cette introduction de l'exposition sur les voyageurs, parce qu'il estime que l'écomusée a critiqué l'État en présentant ces deux choses-là, en juxtaposant ces deux données. Alors, sensibilité à la candeur, un visiteur découvrant qu'il a cru voir la célèbre photo du baiser de l'hôtel de ville dans l'exposition Douaneau en Val-de-Bièvre, qui n'était qu'une blague, la photo étant signée Gabriel Stauffer, donc voilà. Et vous voyez que je donne de ma personne. Sensibilité à la philosophie. L'adjoint à la culture regrette que les objets frénois présentés dans cette exposition, enfin il y aura une exposition après la collecte, de vos objets au musée raconte Fresnes, ne soient pas spécifiques de l'identité de la ville. En conclusion, il pourrait y avoir d'autres exemples, mais en conclusion, nous devons, en tant qu'acteurs culturels, me semble-t-il, au moins dans les musées de société, d'œuvrer à la réflexion sur notre avenir et donc notre présent, en l'éclairant éventuellement avec le passé, comme nous le disons depuis très longtemps au sein de la Fédération. Cela ne peut être qu'intégré à la définition du musée, le fameux PSC, et va engager philosophiquement, éthiquement et idéologiquement l'ensemble de l'institution. De ce fait, les choix de positionnement du musée, qu'ils se veuillent neutres ou de parti pris, sont des actes politiques qui innervent l'ensemble de ces activités, dont la mise en exposition. Si le musée se donne pour mission la mise en question et en débat, ces expositions seront un outil de cette orientation. Les expositions sensibles seront alors particulièrement pertinentes pour atteindre ces objectifs, faire résonner les questions sensibles et toucher les visiteurs. De là à dire que les expositions sensibles sont un espace politique, il n'y a qu'un pas, et c'est à vous de savoir si nous le franchirons. Merci. Pardon, on va enchaîner tout de suite, voilà, pour garder cette matière et cette richesse, et notamment à partir cette combinaison aussi entre la réflexion, du point de vue d'établissement, de la programmation des territoires, et puis les exemples. Merci. Oui, je pense que l'idée, c'est peut-être à travers l'exemple du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, de parler de ces musées de la Seconde Guerre mondiale ou de la résistance, pour lesquels finalement la question du sensible est un impondérable. Pour le traitement des expositions, on aura des sujets, on peut distinguer dans les sujets qui sont abordés à la fois des thèmes qui sont liés à la période de référence de l'institution, donc les années 39-45, un peu avant, un peu après, et puis des sujets qui vont toucher à des problématiques actuelles, plus larges, donc susceptibles aussi d'agiter peut-être nos sociétés contemporaines. Cette ligne de partage, elle est présente au CHRD depuis son ouverture, depuis sa création en 1992, comme elle l'est aussi au sein de toutes les institutions muséales à dimension mémorielle.
comme l'ont souhaité finalement leurs concepteurs et fondateurs, en l'occurrence au CHRD, d'anciens résistants et déportés, pour lesquels véritablement travailler pour ces musées sur des sujets perçus comme sensibles ou difficiles est une forme d'engagement vis-à-vis de la société. Ce que revendique l'ensemble des musées qui sont représentés dans cette salle aussi aujourd'hui à travers leur programmation. Donc dans les deux cas, les sujets liés à 39-45 et puis les problématiques plus actuelles, pour nous en tout cas, il s'agit toujours, souvent, de donner à voir des drames ou des violences, passées ou non, des violences parfois extrêmes, ce qui expose le musée finalement à deux types de réactions opposées de la part de son public, soit une trop forte émotion, qui peut être liée à un sentiment, une histoire personnelle, soit au contraire, et ça c'est redouté de la part de toute équipe de musée, une forme d'impassibilité. Ça peut se produire aussi. Pour cette raison, et parce que tout sujet abordé dans nos musées de la Seconde Guerre mondiale est par définition ou par rebond sensible du point de vue de sa réception sociétale ou individuelle, l'équipe qui est en charge de la conception du projet d'exposition doit tout mettre en œuvre pour garantir un récit qui autorise une certaine forme de distance. C'est cette distance qui peut faire naître, en tout cas c'est ce qu'on pense nous, la réflexion, et éventuellement une émotion, mais une émotion qui n'est pas chargée, ou en tout cas qui n'est pas cherchée, ou en tout cas qu'on espère contenir. Donc cette exigence de distance, elle s'exprime à tous les niveaux. Vous parliez de sensibilité qui était présente à tous les niveaux, mais cette recherche de distance, elle s'exprime à tous les niveaux dans notre musée, depuis la détermination du sujet, la constitution du comité scientifique, l'écriture du texte, le choix bien sûr des items et leur maillage, la diversité des sources, et bien sûr à travers le choix du projet scénographique. Donc on parle bien de distance, pas de neutralité, puisque la mise en œuvre d'une exposition, elle suppose un tel regroupement, elle mobilise une telle chaîne d'individus, de savoirs, de compétences, de métiers, que cette neutralité, elle est totalement illusoire et sans doute pas du tout souhaitable non plus, puisque ce que vient voir le visiteur, c'est bien une proposition qui émane d'une institution donnée ou de tiers qui sont clairement identifiés. Donc cette distance qui est organisée à tous les niveaux du projet d'exposition, elle répond aussi à l'objectivisme de la discipline historique. Et à partir de ce moment-là, tout l'enjeu de l'exposition, et c'est une expression de l'historienne Annette Becker, revient à renouer avec la subjectivité. Et pour renouer avec cette subjectivité, pour apporter du chaud dans du froid, finalement c'est un petit peu ça, il y a le recours à des formes d'expression artistique et il y a aussi beaucoup la scénographie. On a parlé hier du scénographe qui était le premier visiteur de l'exposition. Le scénographe est le premier médiateur de l'exposition pour nous. Donc je vais présenter 4 exemples rapidement et puis Joël, vous m'interromprez si on ne peut pas aller au bout des 4 exemples. Voilà, une exposition Puisque le ciel est sans échelle qui a été présentée en 2015 au musée. L'objectif de l'exposition, c'était une entreprise de valorisation d'une collection de dessins qui avait été exécutée entre 1942 et 1945 au sein même du ghetto de Térésine. Pour ce projet, on avait fait appel à un comité scientifique restreint qui était composé d'un historien spécialiste de la Shoah, d'un professeur en littérature comparée et en photographie de la faculté de Lyon et de Georges Arthur Goldschmidt, écrivain et grand traducteur, qui était le donateur de cette collection des dessins et le fils de l'auteur
des dessins également. Donc tout l'enjeu de cette exposition, c'était de donner à voir ces très beaux dessins, donc malgré tout de les donner à contempler, sans que le visiteur ne perde de vue le contexte de réalisation de ces images. Et donc c'est autour de cet enjeu qu'on a fait le choix de nos scénographes et du projet qui a été retenu, qui était le projet de l'atelier Scénorama. Je crois que plusieurs d'entre vous ici connaissent leur travail, qui nous ont proposé une scénographie assez audacieuse, extrêmement forte, puisqu'ils ont proposé une boîte comme une évocation du ghetto et de l'enceinte même de Térésine, à l'intérieur de laquelle étaient représentés les dessins, pour moitié composés de portraits de déportés. C'est la table qui est située au centre. Donc une boîte dans la boîte, puisque la salle d'exposition temporaire du CHRD est elle-même située au sous-sol du bâtiment, dans ce qui fut les caves de la Gestapo lyonnaise. Donc vous voyez que c'est un lieu particulièrement chargé. Et donc l'idée de l'exposition, c'était de pouvoir orchestrer la rencontre entre le visiteur et l'auteur des dessins, dont toute l'œuvre témoigne de ces hommes, femmes et enfants condamnés à l'extermination. Premier visiteur de cette exposition, Georges Arthur Goldschmidt lui-même, donc le fils de l'auteur des dessins, qui craignait beaucoup l'effet que pouvaient provoquer ces dessins eux-mêmes. Il en craignait la beauté d'exécution, c'est sa formule. Il avait peur que ces dessins soient mal interprétés, en tout cas créent une confusion du fait même de leur côté un peu idyllique. Donc la scénographie devait déjouer tout cela, et il en a été le premier rassuré et heureux. Et voilà, donc Paris réussit avec cette scénographie à la fois monumentale, sobre et très, très forte. Je vous montre quelques images. Autre sujet, pour rester sur 39-45, mais un peu au-delà aussi, la dernière exposition du musée, Une étrange défaite, avec un point d'interrogation. Donc c'est une exposition qui a été présentée l'année dernière, la plus classique dans la forme et au niveau de la mobilisation des items, même si tout type de matériaux était utilisé depuis les témoignages, les documents d'époque jusqu'au cinéma, la bande dessinée, puisqu'il s'agissait de travailler sur la question de la représentation de cette période essentielle de notre histoire, pour raconter ce traumatisme terrible de ces mois de mai et juin 1940 et montrer que l'onde de choc de ce traumatisme survivait aujourd'hui encore, finalement, dans les représentations qu'on pouvait en avoir. 7e compagnie, notamment, si vous l'avez en tête. Donc un projet plus classique, un comité scientifique constitué d'un historien allemand, un historien anglais, un historien américain et un français aussi, bien sûr. Ce qui était particulier, ça a été le travail d'écriture, et un travail d'écriture qui a été finalement proposé, pas imposé, mais proposé par les scénographes de l'exposition. Ici, l'atelier L+M, Louise Cunin et Maë Chemel, puisqu'au niveau du scénario d'exposition, on proposait un regard parallèle, vraiment symétrique de cette période de l'histoire abordée selon les civils, selon les soldats, selon les hommes politiques. Et elles nous ont proposé, elles, au contraire, de mailler ces points de vue au sein de l'espace scénographié, à travers un traitement d'îlots différenciés sur lesquels ces 3 points de vue dont je viens de vous parler sont représentés à la fois par couleur, et chaque table représentant avec sur son champ la couleur dont il était question. Puisque les scénographes, là, ont travaillé vraiment sur l'interprétation littérale du mot débâcle, qui est utilisé pour... quand on parle de cette période de l'histoire, donc la débâcle qui est la dislocation des glaces, la rupture, la séparation, qui permettait d'évoquer l'ensemble de drames qui se sont produits sur cette période extrêmement courte. Et donc elles ont organisé
le désordre, en tout cas on l'espère. Donc c'était un sujet qui était vraiment intéressant, y compris dans le dialogue ici avec nos scénographes à traiter. La réception, on la connaît mal parce que l'exposition a lieu en 2020. Donc on ne sait pas si ça a beaucoup fonctionné parce qu'elle n'est restée ouverte que 4 semaines, au public, malheureusement. C'est pour ça que j'en profite, je vous mets pas mal d'images pour que vous puissiez la voir. Alors on a un temps pensé que c'était le choix malheureusement prophétique de notre titre qui nous avait porté la poisse, jusqu'au moment de rencontrer des gens, la Cité du Design à Saint-Étienne, qui nous ont parlé de leur exposition qui n'avait même pas pu être ouverte et qui s'était, elle, intitulée Flop. Donc finalement, avec notre étrange défaite, voilà, ça fonctionnait. Mais un beau projet, malheureusement, qui n'a pas été beaucoup vu. Voilà. Alors, j'ai passé ici au traitement des sujets contemporains, ici avec une exposition qui a été présentée en 2010, Voyage pendulaire. Au départ, et le prétexte de l'exposition, c'était un reportage photographique réalisé pour Le Monde par une journaliste et un photographe, Bruno Amsalem. Le musée y avait vu là l'opportunité de délivrer une information sensible sur les conditions de vie de ces familles roms de Roumanie dans leur trajet incessant entre leur village du Bihor roumain, en l'occurrence pour les familles qui sont suivies ici, et les bidonvilles de Vénissieux et de l'agglomération lyonnaise. Donc c'était aussi une réponse à notre public qui manifestait le besoin d'en savoir un petit peu plus sur l'implantation des bidonvilles qui était à ce moment-là très importante et très visible. Et puis la volonté de faire la part des choses aussi entre ces Roms roumains qui étaient très présents à Lyon à ce moment-là et puis par exemple les tziganes français qu'on avait pu aborder quand on a fait une exposition en 2007 avec Mathieu Pernaut sur les rescapés du camp de Salier. Donc pas d'appel à un scénographe pour cette exposition qui était exclusivement en 2 dimensions. Mais l'équipe du musée qui a inventé un parcours en va-et-vient, en aller-retour, avec un système de lecture un peu en boustrophédon, finalement, pour donner à voir physiquement et très très symboliquement ces allers-retours incessants entre la France, Lyon et la Roumanie. Au niveau des gens qui nous ont accompagnés pour ce projet, il y avait, et c'était quelque chose d'assez exceptionnel, parce que tous ont signé les textes de l'exposition, alors que d'habitude c'est nous qui gardons la main sur les textes de l'exposition, mais on avait des textes signés par un collège d'anthropologues, ethnologues, historiens, journalistes, et les familles elles-mêmes qui étaient aussi interviewées. Donc j'insiste bien sur le terme de famille, puisque tout l'enjeu de cette exposition, c'était d'offrir une recontextualisation d'une migration, somme toute naturelle, intra-européenne, sans écraser les images du photographe et sans tomber dans le piège de la globalisation. L'exposition qu'on a faite, c'était une exposition sur 2 familles de Roms de cette région de Roumanie, en l'occurrence, et pas plus. Et je vous ai mis cette image que j'aime bien du soir du vernissage, puisqu'on se pose la question de l'engagement et puis peut-être aussi de la légitimité pour nos musées à se saisir de ces sujets-là. Et donc là, on voit bien d'où on parle aussi. Et effectivement, en tant que musée de la résistance, on est plutôt bien placé pour dénoncer la stigmatisation collective, les représentations négatives. Et vous avez ici en fait notre directrice Isabelle Doré-Rivet et le président de notre conseil d'orientation, le docteur François-Yves Guilin, qui était le secrétaire du général de l'Estrin, donc résistant, qui se retourne sur la petite fille d'une des familles suivies qui vient de monter sur le podium. On est en 2010, au printemps, quelques mois après, vous savez, c'est le fameux discours de Grenoble de notre
du président Sarkozy, qui poussera une autre grande résistante, Marie-Josée Chambard-Delot, à lui écrire une lettre ouverte dans laquelle elle dénoncera les dangers de la stigmatisation. Je termine, si j'ai le temps encore, par cette exposition Rêver d'un autre monde, qui a été présentée en 2016. Alors un projet ici complètement différent, avec d'autres partenariats, le Musée national de l'histoire de l'immigration, le laboratoire CNRS Pacte, le géographe Philippe Rekasevich, les artistes eux-mêmes qui sont présentés, et puis un collectif de photographes lyonnais, le collectif Item. Donc là, l'idée de ce projet, c'était là aussi en réponse à un contexte bien particulier, de proposer différentes écritures sur la question du voyage et de l'exil des migrants, cette fois-ci extra-européens, à travers une série de propositions artistiques. Donc c'était important pour nous de mailler à la fois des collections connues, issues d'une institution reconnue, le Musée national de l'immigration, avec des œuvres un peu moins connues. Et tout l'enjeu du projet, c'était par le biais de ces œuvres d'art, plutôt que par le photojournalisme assez traditionnellement utilisé par le musée pour aborder ces questions contemporaines, c'était de faire le pari de l'expérience esthétique comme moyen d'accès à une connaissance à ces problématiques douloureuses, paradoxalement, dont on est maintenu éloigné du fait d'une surmédiatisation de ces événements. Donc c'était cet enjeu-là a nécessité aussi qu'il y ait un rapport premier avec l'œuvre d'art. C'était véritablement orchestrer la rencontre avec la proposition artistique avant toute chose, avant même la parole de l'institution. Ce qu'ont bien compris les scénographes qu'on a retenus pour ce projet, qui ont fait complètement disparaître le mobilier muséographique. Pour Rêver d'un autre monde, c'était encore Scénorama qui avait été choisi, donc les mêmes que pour la première exposition dont je vous ai parlé. Donc le mobilier a complètement disparu au profit donc de la rencontre avec cette proposition artistique, avec des cartels qui étaient sortis du cadre même de l'œuvre. Donc voilà, je vous montre quelques images, une exposition qui était vraiment intéressante et qui a suscité plein de choses. Les artistes eux-mêmes étaient écoutés, puisque, alors on ne présente pas souvent d'art contemporain au CHRD, et on s'est demandé mais qu'est-ce qui nous manque, nous, dans les expositions d'art contemporain. C'est la parole des artistes elles-mêmes. Et donc, à côté des cartels, on avait aussi les interviews des artistes, de chacun des artistes qui étaient présentés. On avait eu la possibilité de les rencontrer et de demander à une journaliste, aujourd'hui directrice d'un musée de société et présente dans la salle, de les rencontrer. Et donc ces cartels audiovisuels étaient à proximité des cartels physiques également. Voilà ce que je voulais vous dire. Je me demandais, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, mais c'est ma faute, enfin, c'est tout début. Et du coup, je sais que tu dois partir à un moment donné, et je me demandais si tu acceptais, peut-être si tu voulais prendre la parole maintenant pour qu'il n'y ait pas de stress, oui. Jean-Luc. Ouais. Oui, stressé, je le suis toujours. En plus, ça va vraiment résonner, oui. Voilà, avec tout ce qui vient d'être dit. Mais ça s'insère entre également ce que va présenter Olivier, je pense, où il en parlera. Oui, le titre est un peu provocateur, étant donné que justement ces exemples tout à fait intéressants qu'on a entendus jusqu'à présent. Donc moi, je suis anthropologue. Et contrairement à Joël, je ne suis pas muséographe, mais je suis comme Joël. Non, je ne suis pas muséographe, mais je ne connais rien à la muséographie.
Et je suis anthropologue et je travaille sur les tziganes. Et plus particulièrement, mon terrain sont les manouches. En tant qu'anthropologue, je suis amené à faire de l'observation participante sur du long terme. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur ces questions. Et à nuancer les représentations qu'il peut y avoir, à poser de la complexité. Et à en rendre compte, pour en rendre compte, j'en rends compte par de l'écrit. Quelquefois des conférences, des petits bouts de film, et ça s'arrête là. Autrement dit, pour traiter un sujet où il y a des représentations très largement partagées en France, en Europe, concernant donc les tziganes, et proposer un discours différent, il y a un vrai problème de communication. Parce que les gens ne vont pas lire des articles que j'ai publiés dans la revue Ethnologie française ou autre, c'est évident. Et mon problème est celui de la plupart des anthropologues, en général. Alors, avec les tziganes, c'est d'autant plus... Ah, il me faudrait la manette. Hop. Hop, là, je passe là. C'est d'autant plus compliqué que, comme l'écrit Patrick Williams, qui était le grand ethnologue des tziganes, qui a été mon mentor et qui est décédé en janvier de cette année, monuments, institutions, musées, livres, mémoires, il ne possède rien de ce qui fait dire au peuple de la terre, voilà ce que nous sommes. Alors évidemment, avec ça, c'est très compliqué de penser une représentation muséale, on dit, des tziganes. Ce qui pose également problème, donc, concernant cette représentation, c'est de qui on parle, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on montre, quoi? On est dans une culture immatérielle, il n'y a pas grand-chose à montrer. Pour qui? À qui ça s'adresse? Et je vais vous parler de musées de culture rome en Europe, que j'ai visité, et également de quelques expositions en France. Ça n'est pas la même chose. En gros, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais dans les musées de culture rome, il n'y a pas de Roms qui vont les visiter. Ce sont des touristes la plupart du temps, et puis ça s'arrête là. Contrairement aux expositions, celles que je connais, ce sont uniquement des expositions qui ont eu lieu en France. Et là, comme j'avais pu l'observer à Grenoble, comme vous venez d'en témoigner tous les deux également, il y a des gens du coin qui viennent, les tziganes du coin, généralement ce sont des manouches qui viennent. Pourquoi? Je ne me souviens plus très bien. Oui. Pourquoi? C'est une question qui a comme réponse parce que, en général, ce qui est tout à fait légitime. Pourquoi faire des expos sur les tziganes? Mais tout de suite après, il faut se poser la question du comment, afin d'éviter justement le piège de l'exotisme dans lequel on tombe très très souvent. Alors, depuis le 19e siècle, fin 18e, dans un héritage un peu de la taxonomie de Linné, on considère qu'il y a un grand groupe, les tziganes. Alors c'est ravivé maintenant par les institutions européennes à la chute du mur de Berlin. Les institutions européennes se sont intéressées aux minorités. On a défini une grande minorité européenne qui sont les tziganes. C'était le terme utilisé tout d'abord jusqu'en 92-93 dans l'Union européenne et au Conseil de l'Europe, puis sous la pression d'associations pan-romani, maintenant comme étant roms, et qui sont divisés en manouches, sinti, gitans, roms, lesquels sont divisés en multiples groupes qui se subdivisent et ainsi de suite jusqu'à arriver à des individus. Maintenant, si on retourne la chose, et moi en tant qu'anthropologue, je suis dans une approche inductive, et considère qu'il ne s'agit pas d'individus mais de singularités, de personnes porteuses de représentations croisées, complexes du monde, et qu'on part des gens du coin. Moi je travaille avec les manouches de Pau pour beaucoup,
on va voir qu'ils ne se retrouvent absolument pas dans ce genre de représentation. Si je dis qu'ils sont roms, ils rigolent. Hein. Et ça, j'ai pu le voir avec des roms, des gitans ou d'origine espagnole ou des manouches. Quant aux roms de Roumanie que je connais, ils disent oui, on est roms, mais ils ne donnent pas du tout la même signification d'une entité générale comme ça. Mais même par rapport aux autres, un manouche ne va jamais considérer que les gitans c'est des cousins ou les roms des cousins, pas du tout. Ils n'ont rien à faire. Du coup, on va se dire oui, ils sont entre manouches, mais même pas. Même pas, parce que quand il y a des manouches qui débarquent sur une aire pas une aire de passage, mais sur un parking de grande surface ou autre, et moi je suis avec des manouches, ils s'ignorent royalement, ils ne se parlent pas, ils n'ont rien à voir entre eux. Donc on est sur ce que Clastres appelait la politique des multiplicités, quoi. On est sur un défilement à l'extrême. Mais ce qui n'empêche nullement de partir de singularité pour remonter et comprendre un peu les représentations du monde, hein, de gens qui sont, je rappelle, des Européens. Hein. Alors l'autre, voilà, pour faire vite, donc le musée de culture rome de Brno. Brno, c'est en Moravie, c'est dans le sud-est de la Tchéquie. C'est le musée le plus ancien, il est né en 91, hein, et financé avec des financements européens. Donc il faut bien penser que les institutions européennes vont entériner une catégorie générale, les Roms, et à partir de là, dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, on va trouver des musées financés par les institutions européennes qui entérinent cette catégorie Rome. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces musées? Alors, c'est situé dans un quartier Rome. Hein. On voit qu'on est loin des roulottes et des caravanes. Ce qu'on voit quand on rentre tout de suite, c'est la carte avec l'origine indienne des Roms ou des Tziganes. Cette origine n'est absolument pas prouvée historiquement. On n'a aucun élément. Les éléments historiques qu'on a remontent à la Grèce et aux Balkans au XIVe, voire XIIIe siècle. Au-delà, on n'a rien. Ce qu'on a, par contre, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des traces de langues d'origine indienne dans les divers dialectes romanesques. Hein. Cette origine indienne pose aussi un problème, c'est-à-dire que désormais, les Roms ne sont pas des Européens. Ils sont d'ailleurs. Ils ne sont pas pensés comme Européens. Et dans ce musée, bizarrement, on insiste beaucoup justement sur cette origine indienne, hein, puisque les premières salles nous renvoient à ça. Ici, alors ça, c'est pas une photo que j'ai prise, mais sur Internet, c'était un événement hein, dans ce musée où on fait venir une danseuse indienne. Au musée d'histoire et de culture de Tarnów en Pologne, c'est dans le sud de la Pologne. Même chose, on rentre la carte de l'origine indienne. Hein. Au musée de la culture de Martin en Slovaquie, c'est dans le nord de la Slovaquie. Même chose, alors là, je n'avais pas pris la photo de la carte, je n'avais pas anticipé, hein, mais Romanodrome, ça veut dire la route des Roms, donc avec l'idée de l'origine indienne. Hein. Et puis maintenant, dans ce qui est représenté. Dans ce qui est représenté, les artefacts ou autres, ici, ça, on est de nouveau à Bordeaux, ce sont des représentations bien à l'ancienne, hein, avec des personnages en cire, hein, la roulotte et le chaudron. Alors il faut savoir que dans cette région, Slovaquie, en gros dans l'ancien empire d'Autriche, les Roms n'étaient plus du tout nomades. Hein. D'une manière générale, il y a à peu près 7% des Tziganes qui sont nomades actuellement. Hein. Et ça aussi depuis très longtemps. Donc on est sur un topos tout à fait imaginaire. Le chaudron aussi. Hein. On retrouve la même chose au musée, j'ai oublié de le mettre, ça c'est au musée en Slovaquie, au musée de Martin. Hein. La roulotte, le chaudron et des vêtements exotiques qui sont en fin de compte à l'origine des vêtements de paysans. Même chose au musée de Tarnów, le chaudron et le personnage en cire en train de faire de la forge. Là, ces représentations
qui sont censés parler des Roms en général, s'appuient en fin de compte sur des exemples locaux qui font que ce sont pour souvent des Roms calderas. Les calderas, ce sont des gens qui travaillent l'étain, les chaudrons, etc. Mais on ne va pas avoir ça avec les lovaras, par exemple, qui font du commerce de chevaux, ou avec les manouches ou autres. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans ce musée, à Tarnów, les seules pièces, en quelque sorte, vraiment originales, puisque ce qu'on montre des chaudrons, ben, ça n'a rien de particulièrement tzigane, hein, tout le monde peut avoir un chaudron, ce sont ces roulottes, hein, c'est des roulottes d'avant-guerre, décorées, très belles, et décorées par des Roms de la région. Hein. Sur le plan de l'histoire, très important, la question du génocide, hein, qui a été abordée tout à l'heure. Hein. On a très peu de place dans ces musées. Le livre des Gypsies d'Auschwitz, hein, de l'extermination, est quand même un travail qui avait été mené au musée de culture Rome de Brno avec la fondation Spielberg, hein, qui avait donné lieu à un bon documentaire. Au musée de Tarnów de Pologne, peu de choses, si ce n'est les dessins d'une femme juive qui s'appelait Gottlieb, et c'était Mengele qui lui avait demandé de faire des portraits de tziganes, du Zigeunerlager, ces chères petites tziganes sur lesquelles il faisait ses expériences, puisque c'est principalement sur des... Voilà. Donc il y a 8 portraits, c'est les seules traces qu'on ait du Zigeunerlager. Justement, à Auschwitz, il y a un pavillon. À Auschwitz, il y a le musée national, mais vous avez différents pavillons. Pavillon français, pavillon hongrois, etc. Vous savez ça. Il y a un pavillon Rome. Personne n'y va parce qu'il n'est pas il n'est pas dans les parcours touristiques. Hein, et qui pourtant, lui, est très intéressant. Alors vous êtes très frustrés parce que je vais en montrer très peu de choses, mais ce que je vais montrer, c'est que moi je trouve très, très intéressant parce qu'il parle d'individus. Et on renverse complètement les représentations généralistes. On est sur des individus avec des photos et puis des données biographiques. Hein. Ici, une Stenbach, c'est Manouche, hein, on voit qu'elle est morte à Bergen-Belsen. Ici, une autre famille. On est loin des représentations stéréotypées habituelles concernant les tziganes, hein, des gens tout à fait... classiques en quelque sorte, hein, et c'est des Bamberger, c'est aussi des Manouches, hein, allemands, qui ont été exterminés. Donc. Et il y a des centaines de photos, c'est-à-dire qu'on va un peu à l'encontre des attentes de Himmler qui disait non seulement il faut que, à propos des Juifs, hein, mais qu'ils soient exterminés, mais que le souvenir même de l'extermination est disparu, quoi. Là, on redonne vie à des individus. Un musée intéressant, c'est le musée de la culture rome de Bucarest, en Roumanie. C'est un jeune, enfin maintenant il est moins jeune, militant rome qui l'a créé et il a été construit avec un copain qui est un architecte palestinien. Et il a été pensé comme une structure qui peut se démonter et se remonter pour qu'il puisse se balader dans toute la Roumanie. Malheureusement, ce musée marche assez mal parce qu'il a très peu de financement. Je ne sais même pas encore s'il existe. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que là, il partait d'individus. Hein. Il faut savoir que 10% de la population roumaine est rome. Hein. Et donc, il y a des élites, etc., qui sont détachées. Hein. Individus, et puis les différents métiers. Là, c'est des photos. Le musée venait d'ouvrir. Hein. On passe maintenant sur autre chose. Tu connais ça, Olivier? Un peu. Des expositions, et ça c'est des exemples français. Alors l'exposition de Grenoble que j'avais trouvée vraiment très très intéressante, hein, et Olivier va en parler. Ici un exemple montrant la diversité, hein, des groupes tziganes avec à travers la musique, et c'est une grande roue, on l'a tournée plus ou moins, et on avait donc des musiques différentes. Et puis beaucoup d'interviews de gens locaux, je pense que ce sont des Sintés piémontais, et lors de l'inauguration, je m'étais mêlé à un groupe de Sintés comme ça, et j'avais vu combien ils adhéraient
à l'exposition parce qu'ils reconnaissaient, ah mais c'est machin, là c'est Mintel, des photos anciennes, ou Kouchpapou, mon pauvre grand-père disparu, etc. Voilà. Et là, c'était vraiment, j'avais été très heureux de ce travail-là qui m'avait remonté le moral après ce que j'avais pu observer en... Voilà. Autre travail intéressant, mais Lynn Salvetta pourra en dire deux mots, c'est le travail qui a été mené au Muséum Arlatin, puisqu'ils ont embauché une anthropologue, une jeune anthropologue, qui a beaucoup galéré au début sur l'idée de gitans, pour se rendre compte rapidement que les gitans d'Arles, ça n'existe pas. Il y a des gitans catalans, il y a des roms, il y a des manouches, tout ça, ils ne se parlent pas, ils ne se fréquentent pas, etc. entre eux. Par contre, elle est devenue, elle est devenue la caméra woman des mariages des gitans catalans. Et donc, elle est sans cesse sollicitée dès qu'il y a un mariage, et c'est elle qui filme. Et elle est rentrée donc dans l'intimité des familles, hein, parce que le mariage c'est quand même un lieu de grande intimité. Et dans les documents, donc, ce que je sais, alors ça, j'ai pris cette photo sur Internet, mais je ne sais pas si elle correspond. C'était l'idée justement de récupérer les costumes de mariage, qui sont en fin de compte des costumes très ordinaires. Hein. C'est montrer combien la différence s'inscrit dans la banalité du quotidien, quoi. Et enfin, donc, pour terminer, moi, ma problématique, c'est comment rendre compte en muséographie de différents éléments, hein, que je considère comme absolument déterminants, à savoir que les différents groupes, roms, manouches, tout ça, ont en commun de ne pas être des gadgets ou des paillets, c'est-à-dire ils ne se définissent pas par ce qu'ils sont, contrairement aux juifs, par exemple, hein, qui peuvent s'appuyer sur une histoire, religion ou autre, mais uniquement par ce qu'ils ne sont pas. Nous, on est dans une tautologie vertigineuse, hein, qui force forcément à se poser la question, mais ce qu'ils ne sont pas, finalement, qui c'est, hein? Ben, c'est les gadgets. Et les gadgets, c'est nous, mais ce n'est pas nous non plus. C'est un certain mode de rapport au monde. Hein? Un certain mode de rapport au monde qui comprend d'être dans des systèmes inégalitaires, là où eux, ils sont dans des systèmes très égalitaires, dans un rapport au monde marqué par l'écrit, là où ils maintiennent un rapport distant avec l'écrit. Hein, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est une volonté. De s'inscrire dans un rapport au temps historique différent, hein, c'est ce que Hartog appelle le régime d'historicité, et de ne pas investir dans la propriété foncière, ni dans la transmission de biens matériels. Hein, on ne transmet rien, y a pas les caravanes, on les brûle, hein, c'est connu. Tout à l'heure, vous parliez du rapport aux morts, hein, c'est toi qui en parlais, chez les manouches. On ne garde rien. Il y a d'autres choses, hein, le rapport à la famille, etc. Bon, et moi, je ne suis pas muséographe, hein, c'est vous qui l'êtes. Et mon problème, c'est ça, c'est comment pouvoir rendre compte de cette complexité, de ce qui est si peu palpable dans le fond. Hein. Voilà, j'ai fini. Sans transition. Merci Joël. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc a dit déjà beaucoup de choses sur le propos que je vais vous tenir maintenant. Je vous propose un objet d'étude qui est cette exposition dont on a un peu parlé, Tziganes, la vie de Bohème, avec un point d'interrogation. Alors, acte sans doute engagé sur un sujet sensible, par définition, à Grenoble, dans cette ville où s'est tenu et a été prononcé un fameux discours que tu rappelais tout à l'heure, Marion. Donc c'est bien à Grenoble que nous avons aussi tenu cette exposition quelques années plus tard, en 2015. Donc une exposition qui a quelques années, mais qui, je crois, est toujours d'actualité par rapport à ce que je vais vous présenter ce matin. Alors, je vais pas faire trop long sur
la préparation de ce projet, mais avant de vous montrer des images de l'exposition, il me paraissait intéressant de vous rappeler comment nous travaillons au musée dauphinois, ce qui n'est pas spécifique d'ailleurs à ce musée, puisque c'est une démarche qui se retrouve ailleurs, qui n'a pas suffisamment fait école en France, ça on peut le regretter, qui est sans doute beaucoup plus pratiquée dans d'autres pays, notamment du côté du Canada, de la Belgique ou de la Suisse. Mais ne désespérons pas, hein, nous parviendrons sans doute quand même à développer cette action, espérons-le, au XXIe siècle, avec un peu d'archéologie très rapidement, mais très rapidement, pour vous dire qu'il y a eu une série d'expositions, le roman des Grenoblois, on en a parlé, qui fut sans doute l'une des premières expositions en France à traiter du fait migratoire, avec une volonté du musée dauphinois à l'époque, ici une exposition qui s'appelait Corato Grenoble, de pouvoir rappeler les migrations successives qu'avait connues notre territoire, en particulier, disons-le, avec une position qui n'est pas neutre, de pouvoir raconter les apports de ces migrations successives au territoire où nous vivons. Et donc un constat qui est fait, que nous avions déjà depuis longtemps dans les cartons, ce projet de réaliser une exposition sur les populations de culture tzigane. Alors oui, on va choisir ce terme, Jean-Luc, hein, on en avait beaucoup discuté, celui que retient l'université française. Hein, ça peut être beaucoup discuté, mais parlons, pour être clair entre nous ce matin, du terme de tzigane pour qualifier une population avec une diversité incroyable. Tu l'as dit bien mieux que je ne pourrais le dire, qui tient à la fois à une présence ancienne en Dauphiné, avec des personnes qui sont plus dauphinoises que la plupart des Dauphinois, d'une part, et puis des populations migrantes arrivées dans les années 2000, avec ici une photo choc, enfin je crois quand même, on ne peut pas être complètement blasé de voir cette situation, puisque là nous sommes sur les berges de l'Isère à Grenoble, qui est une photo réalisée par un photographe, Pablo Chignard, dont je vous reparlerai tout à l'heure, que nous avions missionné pour rendre compte d'une situation qui était celle des conditions de vie des populations roms à l'époque, avec un assentiment de notre collectivité, puisqu'il y avait eu un rapport sur les conditions de vie des populations roms, rédigé à la demande du département, mais surtout à l'initiative en interne de la directrice des services sociaux, parce que tout ça tient quand même assez souvent à quelques individus, qui avaient été attachés de coopération auprès de l'ambassade de France en Roumanie. Donc il n'y a pas de hasard, cette personne était bien à sa place, et donc on a pu s'appuyer sur ce rapport qui avait été donc rédigé au sein de notre collectivité, et puis d'une situation que je ne vais pas montrer ici, qui était la présence d'un bidonville, le bidonville d'Esmonin, qui était un bidonville à la lisière de la ville de Grenoble, que personne ne pouvait louper, à côté d'un des plus grands ronds-points de la ville et l'un des plus grands centres commerciaux de la ville. Et là vivaient donc 300 personnes, hommes, femmes, enfants, pendant quelques mois. Donc nous étions dans ce contexte-là où cette situation nous paraissait insupportable. Et c'est le moment où nous engageons ce projet qui a été donc réalisé sur 2 ans. 2 ans de préparation, on ne dit pas assez le temps de préparation des projets. Alors c'est beaucoup et peu à la fois. On regarde la recherche universitaire, 2 ans, c'est vraiment pas grand-chose. Mais précisément, l'idée était de pouvoir nous appuyer sur des experts, à la fois les universitaires, Jean-Luc et d'autres ont accepté de prendre part à ce projet. Et je les en remercie encore aujourd'hui parce que nous étions complètement ignorants. En dehors de l'idée même de traiter de ce sujet, que savions-nous? Vraiment pas grand-chose, et encore aujourd'hui, je parle avec beaucoup de modestie devant vous. Et puis de pouvoir nous appuyer, ça c'est un leitmotiv, puisque c'est une façon de travailler qui peut être critiquée, mais en tout cas qui est celle qui a retenu le musée dauphinois, de nous appuyer sur les acteurs associatifs, pour faire lien avec la société civile. On n'a pas trouvé mieux encore pour trouver des représentants qui nous permettaient de faire lien avec les populations du territoire, et notamment avec les populations roms vivant en particulier dans ce bidonville, dont vous imaginez bien que moi, conservateur de musée, je n'allais pas débouler un jour sur leur lieu de vie en leur disant « Demain, nous allons réaliser une exposition, est-ce que ça vous intéresse ?» Donc il y avait quand même évidemment un peu de décence à avoir par rapport à ça, et puis une démarche qui devait être accompagnée par des acteurs qui, au quotidien, travaillaient auprès de ces populations
et donc en particulier une association qui s'appelait Rome Action, qui s'appelait, parce que je vous garde le suspense pour tout à l'heure, pour vous dire ce qu'elle est devenue. Voilà, donc un lien qui avait été établi grâce à ces associations, et puis un temps de la confiance qui a pu être établi avec quelques familles, dans l'idée de ne pas rester sur des généralités, mais bien de pouvoir humaniser notre propos, l'incarner par des récits de vie, des témoignages que tu rappelais tout à l'heure, que nous avions recueillis à ce moment-là, et puis de pouvoir rendre compte de cette diversité par la présence de voyageurs, comme ils se qualifient encore aujourd'hui, hein, contrairement à la notion de gens du voyage, qui est l'appellation de l'administration. Cette notion est un peu plus poétique, de voyageurs, de pouvoir rendre compte aussi d'une présence de familles françaises sur le territoire qui est à mettre en parallèle avec la présence de familles étrangères qui ne venaient pas toutes de Roumanie, mais bien d'autres pays. La mise en place d'un groupe de travail que je n'ose pas appeler conseil scientifique, d'ailleurs que nous n'appelons plus conseil scientifique, tant la diversité des profils des personnes qui les composent ne veulent plus rien dire par rapport à cette notion-là, même si des experts étaient présents parmi nous à cette table, mais de pouvoir aussi croiser les regards et les expériences avec à la fois des universitaires, des membres des associations, et puis bien évidemment, cela va de soi, j'enfonce une porte ouverte, les populations les plus concernées qui étaient autour de la table, représentées par quelques familles. Bon, si tant est qu'on puisse arriver à une représentation, en tout cas nous l'avons fait le plus honnêtement possible sur le plan intellectuel, avec donc autour de la table un certain nombre de personnes qui nous ont accompagnés pendant les 2 ans de ce projet. De pouvoir aussi mener un travail de terrain, d'enquête, de collecte de témoignages, sinon de documents ou d'objets, puisque vous l'avez bien dit l'un et l'autre, la matérialité est toute relative par rapport à ces histoires. La notion de patrimoine n'a pas vraiment de sens au sens où on l'entend dans le monde des musées, donc il était très difficile aussi de pouvoir recueillir des objets anciens, puisque la perception est tout à fait différente, que ce soit pour les familles françaises ou les familles étrangères que nous avons pu rencontrer. En tout cas, nous tenions à être en contact avec elles avant d'engager donc la réalisation de cette exposition, puisqu'à un moment donné, ça a été une rencontre aussi avec un scénographe. Dans le cadre d'un marché public, on en parlait hier, bien sûr, dans les règles de l'art, nous n'avons pas choisi le scénographe, Julie, mais nous sommes arrivés quand même à désigner un scénographe pour qui ce sujet avait du sens, puisqu'il avait candidaté, donc c'est qu'il avait quand même un certain intérêt pour ce sujet. C'est Jean-Noël Duru, je le dis parce qu'il est important de dire qui est l'auteur de cette scénographie, à qui l'on devait notamment la scénographie, il n'y a pas de hasard, du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, première génération, qui est toujours en place. Donc c'est une scénographie, si vous connaissez ce musée, qui fonctionne encore plutôt pas mal. Avec, bon, là il joue sur un peu les représentations, mais nous sommes dans la salle historique, avec cette roulotte représentée, les caravanes que vous devinez un peu plus loin, et puis d'entrée, mais tu l'as bien dit, je n'y reviens pas, sur les notions qui permettent de qualifier du côté des gadgets et du côté des populations concernées les termes qu'il s'agit d'employer à bon escient. Donc il y avait cet aspect didactique qui nous paraissait absolument important dans l'exposition d'emblée. Et de pouvoir tenter une double lecture qui n'était pas simple sur le plan intellectuel, mais qui nous permettait aussi de faire la distinction entre représentation et histoire, avec, pour le coup, beaucoup de documents sur les représentations, beaucoup d'objets, de tableaux en particulier, qui témoignent au fil des siècles et depuis longtemps de ce double regard à la fois fascinant et répulsif que nous avions en périphérie de la salle et au centre, le récit historique. Nous avons évoqué à la fois très rapidement la situation des populations pendant la Première Guerre mondiale pour aborder la Seconde, et le génocide dont il a été question il y a quelques instants. Voilà, vous avez ici des pièces qui, vous le voyez, ne sont pas toutes des pièces originales, mais peu importe, en tout cas, des bonnes reproductions qui permettent de raconter cette évolution du regard au fil des siècles. Nous terminions d'ailleurs, je le dis au passage, et peut-être on en parlera tout à l'heure, sur la couverture de Valeurs Actuelles, l'overdose Rome.
je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait valu d'ailleurs à ce journal des déboires devant la justice. Bref, pour continuer la présentation de cette exposition, nous étions là sur le discours plus ethnographique autour des pratiques culturelles, et non pas de la culture, hein, pour souligner là encore la pluralité, avec la vraie difficulté, là aussi, de pouvoir témoigner de cela par des objets, des documents. Moi, j'ai le souvenir, de ce point de vue, d'avoir visité le musée du paysan roumain, dont tu n'as pas parlé, qui est quand même l'un des grands musées d'ethnographie à l'est de l'Europe, et qui, pour seul objet concernant cette minorité qui est très importante en Roumanie, n'en avait que voilà. Donc c'est vraiment pas grand-chose tout de même, hein, pour raconter cette histoire. Et quelques pièces quand même qui nous avaient été prêtées, qui tenaient dans une petite vitrine, qui en dit long aussi sur la place qu'il leur est faite dans ce pays. Voilà, donc la fameuse roue de la fortune, hein, symbolisant les pratiques artistiques et notamment la musique. Et puis, on parlait de pluralité, de diversité. Nous avons été frappés tout de même à un moment donné dans notre préparation du projet, à l'issue d'une journée de formation où nous étions tous là à essayer de nous nourrir intellectuellement de ce sujet, après avoir beaucoup discuté des différences, des singularités, d'un dialogue assez étonnant entre un ancien voyageur, un homme de 80 ans environ, et puis un jeune venu de Roumanie ces dernières années, parlant une langue qui pour moi ne signifiait rien, qui était la langue romanie. Donc il y avait quand même là un point commun que nous avons restitué sur ces murs, avec d'un côté l'argot voyageur, qui je crois est de l'autre côté, et ici la langue romanie, avec des points de comparaison, des similitudes assez étonnantes. Un argot voyageur qui est complètement rentré dans le langage courant de la population grenobloise. Et je pense que ce sont des termes aussi qui doivent vous parler, mais c'est un autre sujet. Et puis pouvoir collecter des témoignages et des objets, puisqu'à défaut de pouvoir illustrer ça de traces anciennes, nous avons recueilli la parole de personnes, et en particulier ici Odile Ritter, qui n'avait jamais été interviewée, notamment par le Musée de la Résistance, dans lequel j'ai travaillé quelques années, et qui est né dans un camp d'internement, l'un des camps d'internement dont on parlait tout à l'heure, à l'époque du régime de Vichy. Et puis des objets qui n'ont rien à voir avec de belles peintures, évidemment. Là, ce sont des jouets d'enfants. Alors on a mis collection musée dauphinois. En réalité, c'est pas encore réglé cette affaire, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc je lis le cartel. Jouets d'enfants récupérés après le démantèlement du bidonville d'Esmonin, dont je vous parlais tout à l'heure, Grenoble, 29 juillet 2015. Oui, ben c'est le jour en fait où ce bidonville a été rasé. Hein, voilà, il y a un arrêté pris par la municipalité et ces populations ont été expulsées et tout a été rasé par des bulldozers. Et donc nous sommes allés avec quelques personnes recueillir avec l'association dont je parlais tout à l'heure. En fait, je dis des bêtises, sans vouloir recueillir quoi que ce soit, mais ayant trouvé à la surface ces petits objets, sans rentrer dans le pathos là, mais pour témoigner d'une situation quand même à un moment donné qui allait bien avec la couverture de valeurs actuelles qui n'était pas trop loin. Voilà, je termine. Un travail photographique qui a été réalisé à l'époque de façon à pouvoir témoigner des conditions de vie de ces populations roms, à la fois le bidonville dont je parlais tout à l'heure, et puis dans d'autres localités, pour ne pas non plus noircir le tableau, le travail réalisé par des associations pour pouvoir les accompagner en termes de scolarisation, d'habitat. Et puis l'après, je terminerai là-dessus, c'était la satisfaction, mais Jean-Luc l'a dit pour moi et je préfère que certaines familles se soient reconnues dans notre travail. Et en même temps, 6 ans après, avec ce bilan de vous dire que nous avons perdu le lien avec ces familles.
Hein, que faisons-nous de ce type de travail? Quelle capitalisation pouvons-nous en retirer au bon sens du terme, hein, étant entendu, au-delà des photos que je vous ai montrées, de la possibilité que vous m'offrez d'y revenir aujourd'hui, il y a une perte de lien qui évidemment interroge sur la modestie qu'il convient d'avoir par rapport aux travaux que nous réalisons. Et puis pour vous dire que peut-être faudrait-il maintenant faire rentrer les quelques pièces que nous avions collectées à l'époque. Je me verrai bien demain, je pense que je vais tenter le coup, présenter à la commission d'acquisition les quelques jouets d'enfants qu'on avait recueillis à l'époque. Voilà, merci à vous. Alors, sans transition presque. Donc pour conclure, je vous propose moi aussi de revenir sur un cas d'étude, ou en tout cas une expérience passée, qui est donc l'exposition Lorrain sans frontières, c'est notre histoire, que nous avons présentée donc à Nancy, où je travaillais alors, en 2017-2018. Et Olivier disait que l'école de Grenoble du musée dauphinois n'avait pas essaimé, mais je dois dire que voilà, avant de préparer cette exposition, j'avais quand même regardé de très près, j'avais appelé notamment Olivier, j'ai regardé de très près les expériences justement du musée de Grenoble, du musée dauphinois, qui nous ont beaucoup inspirés pour la réalisation de cette exposition. Alors, je vais être assez synthétique. Si vous avez des questions après, vous n'hésiterez pas, mais simplement vous dire que cette exposition, on l'a préparée dans un contexte tout à fait particulier. D'abord, c'est une exposition qu'on a présentée au Palais des Ducs de Lorraine, musée Lorrain, qui est un musée d'art et d'histoire que vous connaissez peut-être, qui est un musée qui a des collections d'une grande diversité et donc des approches qui quelquefois vont s'approcher d'un musée de beaux-arts, quelquefois d'un musée d'ethnographie régionale. Et donc voilà, c'est un musée, on va dire, polyphonique, et il était important pour nous de pouvoir, au sein de tous ces discours et de cette variété de collections, de continuer de raconter l'histoire de la Lorraine et de raconter notamment l'histoire la plus contemporaine, celle du 19e, 20e et 21e siècle. Donc voilà, un musée particulier dans le Palais des Ducs de Lorraine, donc un lieu de pouvoir assez marquant si vous connaissez la vieille ville de Nancy. Et un musée qui, en 2017, connaissait une période un peu particulière. C'est un musée qui est en rénovation, d'ailleurs il est en grande partie fermé actuellement. Un musée en rénovation avec un vaste projet qui va permettre à terme vraiment d'ouvrir un équipement tout à fait repensé. Et parmi les choses à repenser dans le cadre de la rénovation du musée Lorrain, les séquences contemporaines étaient peut-être celles où il y avait le plus de travail, avec des lacunes en termes de collection et en termes de discours. Donc l'idée de programmer cette exposition Lorrain sans frontières, c'est notre histoire, est intervenue aussi à un moment où on était en train de réfléchir au musée de demain, on était en train de réfléchir notamment sur les salles les plus contemporaines. Et juste avant de fermer les musées, le musée, on a eu la chance finalement de pouvoir programmer une dernière exposition qu'on a voulu un peu comme une exposition de préfiguration, comme on dit souvent. C'est une exposition qu'on a voulu pour tester et pour avancer sur ce sujet des migrations en Lorraine, qui, on va le voir, était quand même particulièrement important pour cette région et qui jusque-là était quand même assez absent, il faut bien le dire, du discours du musée. Alors, vous dire aussi que cette exposition Lorrain sans frontières, c'est notre histoire. Le sous-titre est aussi important, on le verra tout à l'heure. C'est une exposition, quand on y repense, on se dit c'était énorme, qui a voulu embrasser, ou en tout cas faire une sorte de panorama des phénomènes migratoires en Lorraine, depuis le lendemain de la Révolution française, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'était véritablement d'avoir une première approche assez historique, on ne se refait pas, de manière à pouvoir vraiment remettre les phénomènes migratoires dans un contexte d'une histoire longue. Ça nous permettait aussi de nous inscrire dans une politique d'exposition au musée Lorrain, qui avait l'habitude de traiter quelquefois des sujets sur le temps long.
Donc voilà, de pouvoir dézoomer. Et puis également une exposition qui a voulu laisser la parole aussi, vous allez le voir, à des anthropologues justement, des sociologues, à côté du discours de l'historien. Et dans le même temps, on a vraiment cherché à raconter des singularités, des histoires individuelles. Et donc le parcours de visite était vraiment ponctué de voilà, ce qu'on appelait les témoignages ou les parcours, qui pouvaient être soit des correspondances d'émigrés lorrains aux États-Unis dans les années 1830 qu'on avait donné à lire par des comédiens que les gens entendaient donc dans des casques, ou au contraire des témoignages beaucoup plus récents de personnes arrivées récemment à Nancy, Metz ou dans la région. Donc voilà, cette exposition, c'était une exposition de la longue durée, avec une approche à la fois d'anthropologue et d'historien, et une exposition qui avait un parti pris, puisque vous allez le voir, on a laissé beaucoup de place aux partenaires, aux participants, aux associations, mais il y avait quand même un parti pris qui était celui donc, de parler d'un sujet, les migrations en 2 mots, donc à la fois des sujets d'émigration et d'immigration, de départ et d'arrivée, de pouvoir analyser ces phénomènes migratoires dans une région que j'évoque très rapidement, mais que vous connaissez peut-être, l'espace lorrain, qui est une région qui est marquée par 3 frontières nationales, donc il y a beaucoup de frontières dans le Grand Est qu'on traverse et qu'on déplace, et une région qui a toujours été... Quelquefois, on dit un entre-deux, une frontière ou un carrefour. Donc, en tout cas, cette question de rapport à la frontière était vraiment un sujet qui nous paraissait, côté musée, particulièrement pertinent à traiter, avec donc cette double casquette d'historien et d'anthropologue. Donc, une fois le super pouvoir du commissaire d'exposition conservateur exercé, c'est-à-dire définir un peu le sujet, là, évidemment, pour traiter ce sujet, on a eu vraiment beaucoup de... le souci, on a porté beaucoup d'attention à ouvrir ce sujet et à le discuter, à le travailler de manière à la fois partenariale et participative. Donc pour travailler sur ce sujet des migrations dans l'espace lorrain, on a eu la chance de bénéficier d'un premier grand partenaire qui est, je crois, un partenaire qu'on a pour plusieurs d'entre nous. On l'a cité déjà, c'est le Musée national de l'histoire de l'immigration. On parle quelquefois de la durée des projets. L'exposition l'a présentée en 2017 et la ville de Nancy avait signé une convention en 2011 déjà avec, à l'époque, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration pour déjà inscrire cette thématique comme objet de recherche pour le musée lorrain notamment. Donc le Musée national de l'histoire de l'immigration, et puis deuxième partenaire vraiment essentiel à notre projet, l'université. Nous ne serions rien, nous, sans les universitaires qui, comme vous le disiez, ont passé des carrières entières à traiter des sujets, à les creuser, à les approfondir. Et donc c'était vraiment quelque chose de très important que de pouvoir s'appuyer sur le monde universitaire, en particulier à l'Université de Lorraine. On a la chance d'avoir un laboratoire de sociologie qui s'appelle le Laboratoire Lorrain de sciences sociales, avec une personne à sa tête que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Piero Galloro, et qui est vraiment quelqu'un qui était une grande ressource pour l'exposition et qui, comme je disais, a pu travailler le sujet avec ses étudiants sur une grande période, et a donc vraiment beaucoup construit le propos. Donc on a constitué, nous on l'a appelé comité scientifique, donc il y avait une dizaine de personnalités scientifiques dans le comité de l'exposition, des universitaires, des professionnels du patrimoine, des collègues de la région. Et à côté de ce comité scientifique, on a créé, alors on n'avait pas vraiment de nom, on a créé comme ça on va dire des camarades de route, ou en tout cas un groupe d'associations d'abord. Là, comme au musée dauphinois, c'était d'abord des associations qu'on a contactées pour les intéresser à notre projet. Et puis, petit à petit, d'associations, on arrivait à toucher des personnes, des particuliers, qui se sentaient particulièrement concernés par ce sujet, donc des histoires de migration, qu'il s'agisse d'histoires de départ ou d'arrivée. Et on a
fait rencontrer tout ce beau monde à l'occasion d'une journée. Vous avez peut-être vu la petite affiche sur la diapo précédente, d'une journée d'un muséo-labo. Alors ça, il faut peut-être que je vous dise 2 mots très rapidement, mais dans le cadre de la rénovation du musée Lorrain, on avait mis en place des ateliers participatifs qu'on avait appelés des muséo-labos, et pour tester, voilà, pour questionner nos visiteurs ou les gens qui ne viennent jamais nous voir sur voilà, leurs attentes quant au musée rénové. Et en fait, ça marchait pas trop mal. On avait quand même trouvé une formule qui fonctionnait bien, et donc on s'est dit qu'on allait la reprendre, cette formule, pour l'exposition Lorrain sans frontières. Donc on avait fait toute une journée de muséo-labo au musée, avec le matin des retours d'expérience de collègues du musée de la vie wallonne, donc de Liège, des collègues de Tours, enfin voilà, en s'appuyant sur le réseau du musée de l'histoire de l'immigration. Et l'après-midi, donc ces tables pour recueillir des témoignages, des objets, des idées. Donc là, on était à peu près 1 an et demi avant l'ouverture de l'exposition. Et en organisant cette rencontre et en faisant se rencontrer tout ce beau monde, évidemment, la question là s'est posée du rôle du commissaire de l'exposition. On en parlait hier. Et finalement, à un moment, je me suis dit, c'est peut-être là le rôle du commissaire de l'exposition. C'est à la fois de définir effectivement peut-être une problématique. C'est-à-dire que nous, on avait posé ce sujet de travailler sur l'émigration en Lorraine. D'ailleurs, si on avait interrogé les particuliers sur le thème de l'exposition, on a commencé par cette première question, d'ailleurs, c'est un peu anecdotique, mais tous voulaient quasiment une exposition sur Stanislas. Parce qu'à Nancy, Stanislas, vous savez, la place Stanislas, le monument préféré des Français, tout est Stanislas, ou presque, à Nancy. Et donc, pour les participants à ces petits groupes de travail, voilà, le premier sujet d'exposition le plus évident, c'était Stanislas. Bon, on l'avait déjà fait au musée Lorrain, donc on a pu proposer autre chose. Donc on a posé ce postulat de travailler sur l'histoire des migrations. Et puis après, le rôle du commissaire d'exposition, c'était justement d'orchestrer tout ça, à la fois le comité scientifique, sa relecture est attentive et voilà, sérieuse, et puis de pouvoir récolter des témoignages particuliers et essayer de tricoter un parcours de visite, une exposition à partir voilà, de ces deux points de vue. Alors, donc ça, c'était associé en amont, on va dire, avec donc toutes ces associations qui se sont révélées être des prêteurs pour l'exposition, tous ces gens qu'on a rencontrés et interviewés et associés dans le cadre de la préparation. Et une fois l'exposition ouverte, on a voulu conserver, ou en tout cas essayer de conserver cet état d'esprit voilà, associatif, ou en tout cas l'idée de pouvoir impliquer aussi nos visiteurs. Voilà, une fois l'exposition présentée, le travail continue finalement. Donc pour associer et essayer d'intéresser le plus possible les visiteurs de l'exposition, on a eu la chance de travailler avec un scénographe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alexandre Fru, donc c'est l'atelier Caravane à Strasbourg. Et Alexandre Fru a vraiment réussi, on a évoqué aussi rapidement hier l'importance du dialogue et même de la complicité entre le scénographe et le commissaire de l'exposition. Là, ça a vraiment été le cas. Donc à partir d'un synopsis en 7 chapitres, voilà, avec des objectifs un peu définis, on a réussi à échanger, à mettre tout ça, je trouve, en scène, dans une scénographie qui était assez immersive, comme on dit, c'est un peu à la mode, mais voilà, l'idée était vraiment que le visiteur ressente bien chaque séquence, chaque contexte historique et puisse avoir accès le plus rapidement possible au témoignage de notre parcours représentatif. Il me reste 2 minutes, alors je vais aller très très vite. Alors pour intéresser et impliquer nos visiteurs, évidemment, ils étaient tous concernés par cette histoire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que c'est notre histoire, le sous-titre de l'exposition. C'était ça aussi, c'était l'idée de finalement d'ouvrir les yeux et de se dire, voilà, on peut être tous concernés par le sujet. Et donc, on terminait l'exposition justement par une sorte de machine à collecter les témoignages. Alors, il y en a une tout en haut à droite qui n'a pas forcément très bien marché, qui était un système numérique avec une plateforme de OIM, donc de l'Office des migrations que vous connaissez peut-être. On pouvait déposer des témoignages, mais on a eu moins de succès qu'avec un dispositif beaucoup plus simple à base de gommettes et d'un planisphère. Et là, on a eu vraiment en fin de visite des visions de provenance de nos visiteurs, ou en tout cas de lieux de vie qui étaient vraiment fortement intéressantes. Et en tout cas,
à la fin de l'exposition, tout le monde se retrouvait autour de ce planisphère pour discuter, se raconter leurs propres histoires et nous laisser dans le livre d'or un témoignage de leur histoire particulière. Et évidemment, autre manière d'ouvrir et d'associer à l'exposition la programmation culturelle, mais on le sait bien dans les musées, est quand même un élément clé. Toutes les associations avec lesquelles nous avions travaillé en amont, on les a invitées dans le cadre de différentes soirées et on a poursuivi ce travail de collecte de témoignages avec donc des visiteurs qui se prêtaient eux aussi au jeu grâce à un autre partenaire très important qui était une radio associative qui s'appelle RCN. Et puis, un peu comme à Grenoble, à Nancy, la question c'était et après tout ça, et après ce grand moment, et ces 30 000 visiteurs quasiment, que va-t-il rester de tout cela ? Et il va rester effectivement un travail qui reste à poursuivre, et je pense notamment à Kenza Marie Safraoui qui est dans la salle et qui a pris la relève et qui a désormais la responsabilité des collections contemporaines au Musée Lorrain à Nancy. On a commencé à travailler une fameuse liste d'œuvres pour pouvoir évoquer cette thématique aussi dans le futur parcours du musée rénové. On a revu des œuvres qu'on conservait depuis très longtemps dans les collections, mais avec ce regard, en vraiment portant un regard plus attentif sur l'histoire des Lorrains et de leur parcours migratoire. On a aussi pu acquérir quelques œuvres d'artistes nancéens. Et puis surtout, le projet finalement de l'exposition, qui était un projet, donc vous l'aurez compris, à la fois de recherche, d'acquisition de collections, et aussi surtout dans le même temps un projet de médiation, d'ouverture à des publics qu'on n'avait jusque-là pas touchés au musée. Et ce projet-là reste encore à poursuivre. Et là encore, à l'issue de l'exposition, on avait une fiche de contact et de relations avec des dizaines et des dizaines d'associations. Alors le temps passe, les liens quelquefois se font plus ténus. Et il y aura un vrai travail en tout cas à mener pour essayer de trouver un moyen de poursuivre l'implication et l'association de toutes ces personnes donc dans la vie future du musée. Je me tourne vers Céline. Est-ce qu'on a 5 minutes ? Alors désolée, je vous prie de m'excuser parce que j'ai pris trop de temps au début et du coup, puis on a commencé avec un petit peu de retard et voilà. Mais merci d'avoir tout. Donc on prend un petit peu de temps. Donc, voilà. Alors comment on fait ? Donc je vais vous donner un exemple parce que j'avais commencé à vous en parler tout à l'heure et puis je ne vous ai pas donné la fin. L'association Rome Action, je prends juste cet exemple, qui nous a accompagnés sur ce projet pendant 2 ans avec vraiment une implication très forte de la direction, des salariés bénévoles de l'association, s'est vu réduire de façon drastique ses financements publics au point qu'elle a dû être dissoute quelques années après l'exposition. Donc voilà, c'est une illustration de l'évolution des politiques publiques locales dont je vous parlais tout à l'heure. Le départ aussi de la personne qui était très impliquée, départ à la retraite, elle n'a pas été mise à la porte. Départ à la retraite de cette personne qui était très impliquée au sein de notre collectivité dans les services sociaux, qui avait travaillé en Roumanie. Donc il y avait un contexte très favorable, une fenêtre de tir, si vous permettez l'expression à l'époque, qui en 2014-2015 fait qu'on a pu faire cette exposition, que c'est plus possible aujourd'hui, me semble-t-il, mais que peut-être demain, ça le serait encore. Restons optimistes. Moi, j'avais une question pour Marion. J'ai un souvenir, je me rappelle très bien, d'une exposition que tu n'as pas parlé, qui s'appelait Génération 40. Et dont la mise en forme scénographique, j'ai souvenir de ces grands portraits de jeunes, et j'étais ressortie de cette exposition extrêmement chargée d'émotions, là je pleurais, et j'avais eu beaucoup de mal à m'en remettre en fait de cette exposition, et je m'étais dit, ce que je m'étais dit, c'est qu'il m'avait manqué une sorte de sas de sortie ou de rencontre, je sais pas, avec des gens, parce que c'est vrai.
bah, ça finissait mal, quoi. Enfin, c'était terrible. Et en plus, c'était des jeunes qui mouraient, quoi. Et vraiment, je me demandais si vous étiez posé la question de comment finir cette exposition-là. Alors, c'est amusant parce que c'est ta lecture, parce qu'on pouvait aussi terminer sur une note plus positive dans le cadre de ce projet. Et puis, mais c'est vrai que la scénographie était particulièrement forte, mais elle se lisait aussi à rebours, parce qu'il y avait les portraits qu'on prenait dans un sens, et puis les informations qu'on découvrait en repartant de l'exposition. Non, c'est pas... non, je suis désolée, on n'a pas... Non, mais c'est vrai que chaque visiteur, en fait, prend ce qu'il souhaite, ou retient ce qu'il a à retenir du projet. Il y avait aussi des aspects positifs. Il n'y avait pas que les lettres de fusillés dans le parcours. Mais c'est une bonne question. Mais non, pour ce projet-là, non, ça n'a pas été le cas. Après, il y avait, on en a parlé, il y avait le petit journal de Denise Laliche qu'on se constituait au fil du parcours. C'est peut-être un des éléments tangibles avec lequel on souhaitait que le public reparte, donc accompagné finalement par les paroles de cette très jeune femme qui a fait œuvre de transmission ensuite tout au long de sa vie. Si finalement dans l'économie générale du projet, c'était peut-être une façon de ne pas laisser partir le visiteur seul. Si, il y avait peut-être cette dimension, pardon, j'y ai pas pensé tout de suite. Oui, alors ça rejoint en fait dans la suite ce qui vient d'être dit, et je remercie Sophie Mouton d'avoir évoqué la programmation culturelle. Je trouve absolument extraordinaire tout ce que vous avez dit, et je vous remercie tous, c'est vraiment très enrichissant. Je regrette juste qu'il n'y ait jamais justement mention de la vie des expositions avec les médiateurs culturels, de qu'est-ce qui se dit dans les expositions, comment se vivent les choses. Je pense que c'est quand même... voilà, et quand on voit le titre, une matière à penser, comment on pense avec les visiteurs, et pas seulement les acteurs du projet, mais avec les visiteurs, justement, ceux à qui on cherche aussi à faire bouger des représentations. Alors, c'est pour prendre la défense de la table ronde. C'est vrai qu'en quelques minutes, comme ce sont des sujets assez importants, il faut choisir la présentation, et on aurait aimé passer plus de temps sur le rapport aux visiteurs, ça c'est sûr. Par exemple, pour Lorrain sans frontières, en amont, je parlais d'un moment, le musée au labo, où on s'est tous rencontrés. En réalité, avec les médiateurs, le département des publics des musées de Nancy, on avait mis en place toute une série de rencontres, d'ateliers, de visites, parce qu'avant d'aller effectivement demander à des gens de confier leur histoire, il faut un peu faire connaissance, il faut montrer patte blanche. Et donc on avait invité des groupes, des associations à des visites pour découvrir d'abord ce que c'était que le musée, faire un atelier pour essayer de raconter son histoire autrement que simplement comme ça par un récit devant un objectif par exemple. Donc oui, c'est effectivement très important, et pour Lorrain sans frontières, en fait, vraiment l'idée de cette exposition, c'était d'en faire à la fois un projet de recherche et de médiation. Et dans mon esprit, les deux fonctionnaient vraiment ensemble, puisqu'on voulait raconter des histoires contemporaines, recueillir des objets, des artefacts, des témoignages de personnes qu'en même temps on voulait attirer, ou en tout cas intéresser au musée. Donc la question effectivement de comment on donne la parole, de qui parle, fait vraiment... et vraiment était au cœur aussi d'un projet de médiation très important. Je vais juste ajouter sur la réception des publics de l'exposition de Grenoble, la fameuse fréquentation dont on parle depuis 2 jours, là, sans céder à la culture de l'audimat. C'est une exposition qui a très bien marché en termes de fréquentation, mais parce qu'on oscille depuis des siècles entre fascination, voilà, sur ce sujet. En fait, moi j'ai été étonné qu'il y ait finalement un relatif consensus sur cette exposition de la part de nos visiteurs, enfin semble-t-il. Vous savez, on a quelques moyens quand même de savoir quelles sont les impressions de nos visiteurs, sans mettre en place un dispositif au long du parcours ou à la fin. Le fameux livre d'or, les messages, les mails, enfin bon voilà, il y a plein de moyens de s'exprimer. Et finalement, un relatif consensus qui m'a un peu surpris, presque déçu, je dois dire, devant une forme d'apathie, j'ai trouvé, mais peut-être c'est mon analyse, de la part du public sur un sujet qui est éminemment sensible, politique, social. Pas de lettre anonyme cette fois-ci.
Contrairement au roman des Grenoblois qui, à l'époque, Laurent avait reçu des lettres anonymes en disant « Mais qu'est-ce que cette figure issue de l'immigration algérienne vient faire dans le roman des Grenoblois ?» Ben, rien du tout, là, cette fois-ci. Mais très bonne fréquentation tout de même. Là, de cette fameuse les sentiments d'apathie, on parlait de parce que finalement je me dis il y a des parfois c'est la qualité d'attention, enfin, je trouve qui est on rentre dans des endroits et les gens font rien ou s'expriment pas, mais la réception de l'exposition elle est aussi après, enfin elle est aussi c'est ce que tu disais, enfin on digère et après ça ouvre des possibilités ou des perspectives, c'est pas tout de suite. Enfin, et je dirais cette recherche du résultat immédiat. Enfin, peut-être parfois, en fait, on fait pas droit au fait qu'on va voir des choses et puis ça nous remue vraiment. D'autant plus que c'est des sujets sensibles qui nécessitent ces fameux sas ou en tout cas des conversations derrière. Enfin, en tout cas, merci parce que c'était formidable, enfin vraiment formidable de vous voir.